Bienvenue sur la chaîne du site métapolitique.fr. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un mot qui sature l'espace public au point de ne plus rien dire, le fascisme. Dans le débat contemporain, facho est devenu l'insulte universelle. Elle sert de ponctuation à la disqualification. Un discours ferme sur les frontières, fasciste. Une critique du progressisme sociétal, fasciste. Un attachement à la souveraineté, fasciste. Cette inflation n'est pas qu'un problème de politesse, c'est un problème de compréhension du réel. Comme le soulignait l'historien Robert Paxton, quand tout est fasciste, plus rien ne l'est, l'étiquette devient un épouvantail moral qui nous dispense d'analyser la doctrine. Mon objectif aujourd'hui n'est ni de défendre, ni d'attaquer, mais de décrire. Qu'est-ce que le fascisme quand on retire l'insulte ? Pour le comprendre, j'ai plongé dans les travaux des plus grands spécialistes mondiaux, de Griffin à Paxton, de Sternel à Gentilet. Nous allons voir que le fascisme n'est pas un simple autoritarisme de droite, mais une tentative révolutionnaire, cohérente et radicale de refondre l'humanité même. Chapitre 1, le piège de la définition floue, l'ur-fascisme d'Umberto Eco. Pour beaucoup, la porte d'entrée vers la compréhension du sujet est l'essai d'Umberto Eco, Reconnaître le fascisme. Eco, qui a grandi sous Mussolini, propose 14 caractéristiques de ce qu'il appelle le ur-fascisme, ou fascisme éternel. Selon lui, le fascisme est un totalitarisme flou. Il y inclut le culte de la tradition, le rejet du modernisme, l'obsession du complot, ou encore le culte de l'héroïsme. Cette liste est extrêmement populaire dans les médias car elle permet de détecter des signaux faibles. Mais pour un analyste rigoureux, elle pose problème. Si l'on suit Eco à la lettre, presque n'importe quel mouvement conservateur ou populiste peut être qualifié de fasciste. C'est une approche heuristique utile pour l'alerte militante mais insuffisante pour la science politique. Elle ne saisit pas l'essence, le moteur de l'idéologie. Chapitre 2. Le cœur du réacteur, l'ultranationalisme palingénétique. C'est ici qu'intervient Roger Griffin. Pour lui, le fascisme possède un noyau mythique, unique, l'ultranationalisme palingénétique. Le mot est complexe, mais l'idée est simple. Palingénésie vient du grec palin, à nouveau, et génésis, naissance. Le fasciste ne veut pas simplement conserver la nation. Il est convaincu que la nation est dans un état de décadence terminale, de putréfaction. Il croit qu'une révolution radicale est nécessaire pour la faire renaître, tel un phénix. C'est là que le fascisme se distingue du conservatisme. Le conservateur craint le changement. Le fasciste l'exige. Il veut détruire l'ordre ancien pour créer un homme nouveau. Note d'analyse, cette volonté de renaissance n'est pas l'exclusivité du fascisme. Le marxisme veut aussi faire naître un homme nouveau. La différence réside dans le cadre. Pour le marxiste, c'est la classe. Pour le fasciste, c'est la nation ou la race, perçue comme un organisme biologique vivant. Chapitre 3, la philosophie de l'État, l'idéalisme de Giovanni Gentile. On présente souvent le fascisme comme un mouvement purement irrationnel, une explosion de violence brute. C'est oublier qu'il a eu son philosophe officiel, Giovanni Gentile. Gentile a théorisé l'État éthique. Pour lui, l'individu atomique du libéralisme, celui qui a des droits opposables à l'État, est une fiction sans valeur. L'être humain n'est réel que lorsqu'il se fond dans la communauté nationale. Dans cette vision, la liberté ne s'exerce pas contre l'État, mais dans l'État. C'est une conception totalitaire au sens noble du terme pour ses partisans. L'État absorbe tout, de la morale à l'économie. Il n'y a plus de sphère privée. Comme le disait la formule célèbre, tout dans l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. Chapitre 4. Distinguer pour comprendre, autoritarisme contre totalitarisme. C'est un point crucial pour notre analyse. Tous les dictateurs ne sont pas fascistes. Juan Linz a établi une distinction fondamentale entre 1. L'autoritarisme, c'est un régime qui cherche l'obéissance et l'ordre. Il veut que les gens restent chez eux et se taisent. Exemple, Franco en Espagne ou Salazar au Portugal. 2. Le totalitarisme, c'est un régime qui exige la mobilisation. Il ne veut pas que vous restiez chez vous, il veut que vous défiliez, que vous chantiez, que vous adhériez. Le fascisme appartient à la seconde catégorie. Il est une religion politique. Comme l'ont montré Emilio Gentile et George Moss, le fascisme sacralise la politique. Il remplace les rituels religieux par des liturgies de masse, des cultes aux morts et une esthétisation de la violence. Chapitre 5. Le fascisme comme processus, la méthode Paxton. Si l'on veut comprendre comment le fascisme arrive au pouvoir, il faut lire Robert Paxton. Pour lui, le fascisme n'est pas une essence figée, c'est un processus en 5 étapes. Paxton souligne une réalité historique souvent occultée. Les fascistes ne prennent jamais le pouvoir seuls par un coup d'État romantique. Ils arrivent au pouvoir par une alliance, souvent malaisée, avec les élites traditionnelles, l'armée, les industriels, l'Église. Ces élites, effrayées par le désordre ou le communisme, pensent pouvoir apprivoiser le mouvement fasciste. Elles finissent presque toujours par être dévorées par lui. Chapitre 6.
Le cas spécifique du nazisme, biologie contre esprit. Une erreur fréquente consiste à traiter le fascisme italien et le nazisme allemand comme des jumeaux identiques. S'ils partagent le noyau de la Renaissance nationale, ils diffèrent sur un point métaphysique majeur. Le fascisme italien de Mussolini est étatique et culturel, c'est l'État qui crée la nation. Le nazisme de Hitler est biologique et racial. Pour les nazis, l'État n'est qu'un outil au service de la race. Dans le fascisme, on peut devenir un homme nouveau par l'éducation et la discipline. Dans le nazisme, on est ou on ne naît pas à rien. Cette biologisation de la politique est ce qui a conduit le nazisme vers une logique d'extermination industrielle que le fascisme italien n'avait pas initialement dans son logiciel. Chapitre 7, la thèse Sternel, les racines françaises. Pour nous, public francophone, les travaux de Ziv Sternel sont essentiels. Il soutient que l'idéologie fasciste n'est pas une importation étrangère, mais une synthèse née en France à la fin du XIXe siècle. C'est la rencontre entre le nationalisme organique, Maurice Barrès, et un syndicalisme révolutionnaire déçu par le marxisme, Georges Sorel. Cette droite révolutionnaire rejette les Lumières, le matérialisme et le parlementarisme au profit du mythe, de l'énergie et de la communauté. Comprendre cela, c'est comprendre que le fascisme est une réponse spécifique à la crise de la modernité libérale. Chapitre 8, le débat contemporain, Trump, Orban et l'anachronisme. Aujourd'hui, des auteurs comme Jason Stanley utilisent ces grilles pour analyser des figures comme Donald Trump. Stanley se concentre sur la tactique du nous contre eux, la destruction de la vérité et la victimisation de la majorité. Mais attention à l'anachronisme, nous prévient l'historien Niall Ferguson. Les populistes d'aujourd'hui utilisent les outils de la démocratie, élections, réseaux sociaux, pour contester les élites. Ils ne cherchent non pas à militariser la société, à supprimer la propriété privée ou à instaurer un parti unique paramilitaire. Qualifier le populisme illibéral de fascisme, c'est peut-être se tromper de diagnostic et donc de remède. Conclusion, retrouver la rigueur. Pour conclure, le fascisme réel est une bête historique précise. C'est une idéologie qui 1. Voit la nation en décadence, 2. Veut une renaissance radicale, palingénésie, 3. Rejette l'individu au profit de l'État éthique, 4. Utilise la mobilisation de masse et la religion politique. En dehors de ces critères, nous sommes face à d'autres phénomènes. Autoritarisme, populisme, conservatisme musclé. Savoir nommer les choses, c'est commencer à comprendre les structures derrière les opinions. Sur Métapolitique, nous croyons que la clarté conceptuelle est le premier acte de résistance à la confusion généralisée. Le fascisme est un drame du XXe siècle trop sérieux pour être réduit à une insulte de plateau télévisé. Merci de nous avoir suivis. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à consulter nos dossiers complets sur métapolitique.fr.